Vous, professeur Nicolas Franck, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous de nous accompagner ce matin. Vous êtes professeur de médecine à l'université Lyon 1, vous êtes également psychiatre. Vous avez créé un centre ressources et un centre référent de réhabilitation psychosociale et puis également tout un réseau national consacré à la remédiation cognitive. Vous avez fait paraître également 2 livres pour justement informer le grand public sur cette maladie qu'est la schizophrénie. Il y en a un qui s'appelle tout simplement La schizophrénie et c'est paru chez Odile Jacob. Le second, Entraîner et préserver votre cerveau, chez le même éditeur. Et puis également toute une pléiade d'autres livres à destination plutôt des professionnels. Comment on peut définir de façon simple pour commencer la schizophrénie, professeur Nicolas Franck ? Eh bien, la schizophrénie, c'est un trouble très sévère de la relation à la réalité et à soi-même. En réalité, ce n'est pas vraiment une maladie, c'est plutôt un ensemble de maladies qui correspond à des causes et à des mécanismes divers. Moi, je suis très heureux de communiquer ce matin sur ce thème-là parce qu'il y a de mauvaises représentations, comme vous l'avez un petit peu dit en introduction. D'où ça vient justement le fait quand on dit à quelqu'un dans la rue, on lui parle de schizophrénie, il pense tout de suite à un dédoublement comme ça de personnalité? Bien écoutez, c'est un petit peu des lieux communs, des a priori, des idées qui restent comme ça, qui sont pas fondées sur grand chose, parce que la schizophrénie au fond, c'est un petit peu quelque chose qu'on utilise pour se faire peur, qu'on ne connaît pas bien et dont on parle mal très souvent dans les médias quand même, avec plutôt la partie extrêmement rare de violence qui est mise au premier plan, et puis la partie quotidienne, la souffrance des personnes qui en réalité ne sont pas dangereuses dans l'immense majorité des cas, pas plus que la population générale, qui est complètement omise. Donc c'est tout cet aspect de souffrance et de possibilité de réinsertion qui doit être mise au premier plan, parce que ces mauvaises images en fait nuisent considérablement aux personnes. Parce que la population va rejeter ça, va en avoir peur. Et puis ça nuit aussi directement aux personnes qui elles-mêmes portent le poids de la maladie et ne se croient pas capables de réussir parce qu'on leur a mis cette étiquette sur la tête. Alors quand vous dites trouble de lien avec la réalité, ça consiste en quoi exactement ? Eh bien, ce sont par exemple des hallucinations qui peuvent parler aux personnes. Ça peut être des idées qui sont construites sur de mauvaises bases. Par exemple, l'impression que le monde est différent de ce qu'il est, de la manière dont il est perçu par les autres personnes de la population. Mais ça n'est pas seulement ça. C'est aussi beaucoup l'incapacité d'agir, de ressentir, de comprendre autrui, ce qu'on va appeler plutôt des symptômes négatifs. Et puis c'est aussi l'impossibilité de bien s'organiser, ce qu'on va appeler la désorganisation, tout simplement. L'incapacité de bien s'organiser, ça va être ne pas savoir planifier une séquence d'action, ne pas savoir comment faire pour aller faire son café, pour prendre le bus pour aller à tel endroit, etc., etc. Donc vous voyez, c'est plein de choses comme ça qui nuisent surtout à la capacité des personnes à réussir leur vie et pour lesquelles il faut les aider. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir repérer ça justement ? On dit que ça apparaît à l'adolescence. Est-ce que les parents, l'entourage peut s'en rendre compte à partir de différents signes avant-coureurs ? Oui, il y a souvent une entrée très progressive dans la maladie, avec une perte des performances scolaires, des difficultés donc à réussir ses études, ses examens à l'école, mais aussi ça peut être des idées qui vont un petit peu trancher par rapport à ce que l'enfant ou l'adolescent disait auparavant ou investissait auparavant. Et ça peut être aussi une incapacité progressive à assumer son quotidien, l'incapacité à décider, qui vont se manifester au premier plan. Tout ce que je vous dis là, c'est pas très spécifique. Après, c'est une conjonction de symptômes et l'apparition de certains symptômes qui peuvent être plus spécifiques, qui vont nous inquiéter, nous faire porter ce diagnostic, qui encore une fois est un diagnostic global, qui comprend probablement plusieurs syndromes avec des causes et des mécanismes différents. Mais il doit être compliqué à poser, du coup, ce diagnostic. Il est compliqué à poser. Il se fait de manière sur des critères consensuels, qui sont dans des classifications qu'on utilise actuellement. Et c'est surtout un diagnostic purement clinique. Est-ce qu'on connaît les causes de la schizophrénie aujourd'hui ? Justement, c'est ce que je vous disais. Les causes sont multiples et variées. Et probablement, ce ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes qui sont victimes de cet ensemble de syndromes. D'accord, parce qu'on parle parfois de prédisposition familiale. Oui, on constate beaucoup de regroupements familiaux avec quelque chose qui se transmet, des facteurs génétiques qui existent, mais le regroupement familial, vous voyez, il est relativement faible. Si vous avez un parent qui est atteint de schizophrénie, le risque pour son enfant est d'environ 10%. Donc c'est augmenté par rapport à la population générale, mais c'est pas non plus considérable. Et il a beaucoup plus de chances d'avoir un enfant qui n'aura pas de trouble psychique qu'un enfant avec une schizophrénie, et heureusement. Et en dehors de ces antécédents familiaux, il peut y avoir des facteurs déclenchants, un événement par exemple dans la vie, stress ou des choses comme ça. Alors là, vous définissez très bien les choses, parce qu'effectivement, on dit que la schizophrénie, la schizophrénie ou les schizophrénies au sens large, c'est la rencontre d'une vulnérabilité, d'une fragilité qui peut être génétique, mais pas seulement. Tout ce qui va nuire au développement du cerveau pendant la grossesse peut favoriser l'apparition de cette fragilité, mais cette fragilité ne va pas suffire. Il va falloir qu'elle croise des facteurs de stress, qui peuvent être des facteurs de stress physiologiques ou psychologiques, pour que la personne entre dans la maladie. Un stress
physiologiques, ça peut être par exemple consommer de la drogue. Mmh. Fumer du cannabis aggrave le risque d'entrer dans la schizophrénie. Ça a été montré par des études au long cours, des études de cohorte. Alors, c'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant du tout, mais vous me disiez en commençant l'émission, mais finalement, on peut presque être certain qu'on connaît tous une personne plus ou moins atteinte de schizophrénie, même à des degrés finalement faibles, c'est ça? Donc c'est assez répandu finalement. Bah oui, quand vous dites 600 000 personnes, vous vous rendez compte, vous en avez forcément croisé des personnes qui souffrent de tels troubles, mais simplement, et ça ne se voit pas, et tant mieux. Vous n'avez pas remarqué, parce que ça n'est pas spectaculaire, comme on peut nous le faire croire, comme le cinéma nous le montre habituellement. Le cinéma a beaucoup entretenu aussi ces lieux communs. Alors justement, on va voir avec vous ce matin comment on peut prendre en charge ces personnes, comment on peut les aider, quel rôle peut jouer l'entourage et puis surtout aussi comment on peut les aider sur le plan médical. Vos questions, vos réactions à vous qui nous écoutez, on les accueille jusqu'à 11h au 04 72 38 20 23 dans toute la France, 04 72 38 20 23 et puis si vous êtes en Belgique, vous nous rejoignez pour témoigner également si vous le souhaitez au 081 407 112. À votre service, 04 72 38 20 23. Parmi les facteurs, parmi les symptômes plutôt de la schizophrénie, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de renfermement sur soi et de perte d'élan vital, professeur Nicolas Franck? Alors complètement, j'y faisais allusion tout à l'heure en parlant des symptômes négatifs. Les symptômes négatifs, ça va être l'impossibilité d'agir, de ressentir, de manifester des émotions, de comprendre celles des autres, et ça va être le repli sur soi qui va en découler très fréquemment. Et ça aboutit à des situations tragiques avec des personnes qui ne demandent rien, une famille qui éventuellement ne comprend pas ça, et puis une perte de chance considérable dans la vie. Donc vous voyez, cette partie-là de la schizophrénie, elle n'est pas spectaculaire, mais elle aboutit à bien plus de difficultés pour la population en moyenne que tout ce qui est plus démonstratif et visible. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir aujourd'hui justement faire quand on prend en charge une personne schizophrène une fois qu'on a posé un diagnostic? Alors, ce qui est extrêmement important, c'est très très vite, dès le début de la maladie, de montrer aux personnes qu'elles ne sont pas que des personnes malades, mais qu'elles ont aussi des capacités qui sont préservées, qu'elles ont ce qu'on appelle une partie saine. Et donc de leur montrer honnêtement, avec une évaluation tout à fait standardisée qui permet d'y voir plus clair, leurs ressources préservées et puis leurs limitations. Donc ça, c'est tout le travail de ce qu'on appelle la réhabilitation psychosociale, qui avant avait été conçue plutôt pour accompagner des personnes qui étaient dans la maladie depuis longtemps et puis permettre qu'elles restent dans la société ou qu'elles y retournent. Et maintenant, c'est quelque chose qui s'est transformé avec l'apport des sciences cognitives, qui intervient beaucoup plus tôt et qui a pour objectif tout d'abord de montrer aux personnes où elles en sont très tôt, dès le début de la maladie, c'est-à-dire dès le premier épisode. Et puis ensuite de les accompagner en renforçant la partie saine, en renforçant les ressources préservées avec des techniques telles que la remédiation cognitive, l'entraînement des compétences sociales, la psychoéducation, etc., etc. Alors justement, on va prendre une par une ces différentes méthodes que vous venez de citer. La remédiation cognitive, ça consiste en quoi exactement? Alors la remédiation cognitive, ça consiste à renforcer les compétences cognitives ou à diminuer l'impact des troubles cognitifs qu'ont les sujets. Alors qu'est-ce que les troubles cognitifs? Pour commencer, ce sont des troubles de l'attention, des difficultés à se concentrer, ce sont des difficultés à mémoriser, ce sont des difficultés à s'organiser en tenant compte du contexte, en direction d'un but, c'est ce qu'on appelle les troubles des fonctions exécutives. C'est des difficultés pour comprendre les émotions, les intentions d'autrui, les idées d'autrui, comprendre qu'autrui a des idées qui sont différentes de soi, c'est ce qu'on appelle les troubles de la cognition sociale. Ça, c'est quelque chose qui est pas toujours facile pour ces personnes-là. Et puis ça va être des difficultés à prendre du recul sur son propre comportement, ses propres pensées, et à les construire de manière complètement fluide. Ça, c'est ce qu'on appelle les troubles de la métacognition. Alors comment est-ce qu'on peut remédier justement à ces troubles cognitifs concrètement? Alors nous avons de nombreux programmes qui regroupent des exercices ludiques qui peuvent se faire en individuel, de manière groupale, avec des exercices informatisés ou papier-crayon sous forme de discussion pour entraîner les fonctions cognitives qui ont des difficultés, qui en ont besoin, mais surtout permettre aux personnes de trouver des stratégies qui permettront de compenser les difficultés. Par exemple? Par exemple, elles ont une mémoire verbale qui est mauvaise, elles vont utiliser une mémoire visuelle. Elles vont essayer de mémoriser les mots en y associant des images ou des lieux qu'elles connaissent bien. Et ce sera plus facile pour elles de retenir par exemple une liste de courses alors qu'elles seront en difficulté tout simplement pour aller au supermarché et ramener ce qu'il faut. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Donc, remédiation cognitive, ça, c'est une première chose qu'on peut faire pour ces personnes. Qu'est-ce que vous avez cité tout à l'heure? La psychoéducation. Merci. Alors, ça paraît évident, mais quelqu'un qui a une maladie, c'est normal de l'informer correctement de ce qu'est cette maladie et de ce que sont ses traitements. Et ça repose sur la psychoéducation. C'est quelque chose qui doit être proposé à tous les patients. Or, c'est loin d'être le cas pour l'instant. D'accord, pourquoi?
Pourquoi ? Simplement, c'est pas assez implanté dans la culture. Dans le dispositif, oui. Ça c'est relativement récent. Et là, il faut vraiment un coup d'accélérateur parce qu'il y en a besoin pour ces personnes-là. Donc, le dispositif de réhabilitation psychosociale que vous citiez tout à l'heure, avec les centres référents, le centre ressources, permettent de diffuser cette culture et d'accélérer l'implantation à travers des formations. Il y a un diplôme d'université qui forme des thérapeutes à la psychoéducation, par exemple, qui est à Lyon et qui forme des thérapeutes de toute la France. Donc, on sent qu'on a encore effectivement des progrès. On est en train d'arriver à quelque chose de mieux, mais voilà, c'est pas encore complètement répandu partout en France. Eh ben oui, tout simplement parce qu'avant on était centré sur la partie malade. On voulait soigner des symptômes, on voulait que la maladie diminue, mais on ne s'était pas décentré pour aller sur la partie saine. Ça, c'est un mouvement assez récent qui apporte de l'espoir aux personnes concernées. Alors, on va continuer à parler dans quelques instants justement des différentes prises en charge qu'on peut avoir pour ces personnes atteintes de schizophrénie. On a une petite question posée par Marie qui nous écoute dans l'Indre. Elle nous dit, est-ce que c'est une pathologie qui peut être entraînée par le vieillissement ? Non, c'est pas entraîné par le vieillissement. Ce n'est pas une pathologie neurodégénérative. C'est plutôt une pathologie des personnes jeunes. Excusez-moi, j'ai pas précisé. Ça apparaît plutôt à l'adolescence ou chez l'adulte jeune. C'est très rare que ça se développe au-delà de 30 ou 40 ans. Donc non, ça n'est pas entraîné par le vieillissement. Il y a d'autres pathologies qui peuvent avoir des manifestations communes, qui sont neurodégénératives, tout le champ des démences séniles et d'Alzheimer, mais c'est très voilà, c'est pour ça que c'est aussi compliqué parfois d'arriver à poser le diagnostic de façon certaine. Et puis la deuxième question de Marie, c'était à quel moment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est schizophrène sur le critère du problème d'organisation concrètement ? Est-ce que c'est un critère qui suffit à lui seul ? Non, alors pour l'instant, nous en sommes à des critères qui nécessitent la présence de 5 symptômes. Si on prend les critères du DSM-5 qui sont les plus répandus, et c'est ceux qu'on utilise pour faire des statistiques, il faut sur 5 manifestations cliniques, plutôt il en faut 2. Il faut que les symptômes persistent dans la durée. Et il faut qu'ils ne soient pas dus à d'autres causes, principalement c'est ça. Donc les 5, c'est quoi ? Alors les 5, ça va être des hallucinations, un délire, une désorganisation de la pensée, une désorganisation du discours ou des symptômes négatifs. Donc, la présence de 2 manifestations sur ces 5-là. Et donc on voit bien que 2 personnes peuvent être très différentes et avoir le même diagnostic. Eh oui. On va se retrouver dans quelques instants avec vous, professeur Nicolas Franck, pour accueillir les témoignages et les questions qui commencent à arriver au standard. Si vous avez envie ce matin de nous rejoindre, eh bien vous composez le 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23 pour nous rejoindre en direct. Et puis il y a aussi l'adresse courriel de l'émission, c'est à votre service @rcf.fr, sans oublier le hashtag sur RCF. On parle ce matin de la schizophrénie. On essaye justement de se débarrasser des lieux communs qu'on peut avoir à propos de la schizophrénie. Les livres et les films nous ont souvent présenté cette pathologie comme un dédoublement de la personnalité. On voit que c'est beaucoup plus complexe et puis parfois aussi beaucoup moins impressionnant, beaucoup moins violent que ça. C'est le professeur Nicolas Franck qui nous accompagne ce matin et qui nous éclaire sur le sujet. Si vous avez des questions ou des témoignages à nous apporter, faites-le dès maintenant au 04 72 38 20 23. À votre service, jusqu'à 11h sur RCF. On va accueillir un premier appel au standard, c'est celui de Marie-Paul qui nous écoute dans le Rhône à Saint-Genis-les-Olières. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Olivier, oui, c'est pour le professeur Nicolas Franck. Bonjour, donc, ça tombe bien, il est là. Nous avons 2 enfants qui ont été diagnostiqués en partie schizophrénie, en partie autisme de haut niveau qui s'appelle le syndrome d'Asperger. Et notre fils en 2003 n'a pas pu bénéficier malheureusement de ce que l'hôpital du Vinatier propose à ses patients parce qu'il est à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Et j'aimerais poser la question à monsieur Nicolas Franck, est-ce que ça a évolué depuis? Parce que à cause de ça, il a régressé et se trouve maintenant dans un état bien pire qu'en 2003. Alors bonjour, oui c'est une excellente question. Alors les choses ont quand même progressé depuis l'époque parce qu'il y a 2 niveaux de structuration. Un niveau qui permet un accès aux soins facile avec des secteurs de psychiatrie, effectivement en fonction de son lieu d'habitation, on va relever plutôt du Vinatier, de Saint-Jean-de-Dieu ou de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour la partie Lyon Métropole et le Rhône. Et puis un niveau plus large, régional, pour que les personnes aient tout accès à des techniques comme celles que j'ai évoquées au début de l'émission, des techniques d'évaluation et de soins de réhabilitation psychosociale. Donc, dans le cadre de ce réseau, nous avons travaillé avec l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes pour définir des territoires de santé. Donc ici, vous êtes sur le territoire de santé du centre référent de Lyon, qui est situé dans le 8e arrondissement, qui intervient aussi pour des patients de Saint-Jean-de-Dieu ou du CPA dans l'Ain, ou de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ou de Vienne, dans l'Isère. Il y a aussi un centre référent à Grenoble, un à Saint-Étienne, il y en a un à Bordeaux, un à Limoges, et on est en train d'essayer de couvrir le territoire français d'une telle structuration qui facilite l'accès aux soins. Ces centres référents ne suffisent pas
pour voir toutes les personnes qui en ont besoin. Donc nous avons créé d'autres structures de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive qui sont plus près des usagers et qui travaillent en interaction avec les centres référents. Par exemple, sur la partie dont je vous parlais, le Rhône, l'Ain, puis une partie de l'Isère, nous avons aussi un centre de réhabilitation à Saint-Jean-de-Dieu, c'est le docteur Pierrette Estingois qui s'en occupe. Le centre d'évaluation s'appelle César, plus précisément. Nous en avons un à l'hôpital de Saint-Cyr au Mont-d'Or et un au CPA à Bourg-en-Bresse. Et donc avec ça, toutes les personnes qui en ont besoin peuvent bénéficier des évaluations et des soins qui vont renforcer leurs capacités. C'est important d'ailleurs qu'elles puissent y accéder. Ah ben, super. Pour notre fils, c'est trop tard, mais tant pis. Ah bah c'est pas forcément trop tard. Voilà. Merci, professeur. Merci Marie-Paul de votre appel. Et j'en profite là, puisqu'on est entre Lyonnais, pour ceux qui nous écoutent dans toute la France. C'est un peu privé comme conversation, mais c'est vrai que et on voit les dégâts en fait que peuvent faire justement les clichés sur une maladie, voilà, de dédoublement de personnalité, de violence, parce que vous cherchiez récemment un local pour un clubhouse, hein, c'est ça, pour les personnes schizophrènes, et le simple fait de l'évocation du mot schizophrénie a fait dire au propriétaire bah non, finalement je renonce, et c'est vraiment dommage. Alors on n'a pas eu d'explication, mais on a eu un refus poli, tout simple. On peut penser que c'est ça en tout cas. Sans aucun détail, mais le fait d'aller avec un projet de psychiatrie au sens large, alors que ce sont des gens rétablis qui n'abîment pas du tout les locaux, et la cohabitation se passe très bien au premier clubhouse de France qui est à Paris. Il y en a 350 dans le monde environ, et le deuxième à Lyon. Mais on pensait effectivement qu'avec un lieu comme ça un petit peu prestigieux, ça contribuerait aussi au bien-être et à la déstigmatisation de cette maladie. Alors simplement par rapport à ce que vous disiez avant, en fait il y a un réseau qui est sur toute la France, qui est le réseau de remédiation cognitive, et la population de toute la France peut accéder aux structures sur www.remédiation-cognitive.org. Ça se déroule par région, et donc il n'y a aucune région qui est laissée de côté. Et ben voilà, remédiation-cognitive.org pour celles et ceux qui sont concernés par cette maladie, quel que soit votre lieu d'habitation en France. Juste avant d'accueillir un prochain témoignage, je voulais qu'on continue à faire le tour justement des solutions qui existent aujourd'hui pour les personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Vous parliez tout à l'heure d'entraînement, de compétences sociales. C'est ça ? Entraînement des compétences sociales, oui, tout à fait. En quoi ça consiste ? Eh bien, vous voyez, les personnes ont des difficultés à comprendre autrui, à communiquer avec autrui, et là, c'est leur apporter des solutions très concrètes pour savoir comment aborder autrui, savoir quoi lui dire, lancer une conversation, l'entretenir dans telle ou telle situation. Les difficultés de relations sociales contribuent au fait de ne pas pouvoir travailler, par exemple, contribuent aux difficultés familiales. Enfin, de relations familiales, contribuent aux difficultés de relations sociales en général. Donc, il y a vraiment besoin de s'y consacrer. Le rôle de l'entourage, justement, avec une personne atteinte de schizophrénie, quelle est la bonne attitude à avoir ? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner ? Alors, tout à fait. C'est difficile de les résumer en quelques mots. Oui, mais par contre, peut prendre le temps, il n'y a pas de souci. On va le faire. On va le faire un petit peu. Mais déjà, ce qui est très important et pas assez répandu en France, c'est aussi l'accompagnement des familles par les professionnels de santé mentale. Ouais. Donc, les structures dont je vous parlais proposent systématiquement un accompagnement des familles. Et c'est très important parce que avoir quelqu'un comme ça dans son entourage, c'est difficile pour soi. Ça fait souffrir. Et la souffrance qui en découle retentit aussi sur la personne concernée, sur la personne malade. Donc accompagner les familles, c'est bien pour les familles elles-mêmes et pour la personne qui a la maladie. Donc c'est vraiment extrêmement crucial. Alors nous avons plusieurs groupes, par exemple dans les structures dont je m'occupe, qui consistent à donner des explications sur effectivement ce que peut être la maladie, en quoi ça peut être proche de ce qu'elles ont pu ressentir elles-mêmes, et puis leur proposer de construire ensemble des solutions très concrètes dans telle ou telle situation. Alors forcément, accompagner quelqu'un comme ça passe par une meilleure compréhension, mais ça passe pas par le fait de devenir spécialiste de la maladie. Il n'y a pas besoin d'être psychiatre ou professionnel de santé mentale en général. Pour savoir la bonne attitude à avoir. Mais par contre, il faut comprendre. Et oui. Il faut comprendre que ça relève effectivement d'une maladie, que ça relève pas de difficultés, de mauvais choix, de paresse ou de choses comme ça, certaines attitudes. Alors quels conseils vous donnez justement à l'entourage ? Eh bien, le premier conseil donné à l'entourage, c'est d'aller effectivement rencontrer les structures qui proposent des groupes d'accompagnement des familles et des groupes qui leur permettront de construire la meilleure attitude. Je voudrais pas donner un conseil comme ça qui sera là pour 2 ou 3 personnes sur des milliers, mais par contre, nous pouvons les accompagner, donc qu'elles viennent, elles sont les bienvenues. Eh ben c'est parfait. On va retourner au standard pour accueillir Béatrice qui nous écoute à La Rochelle, qui voulait nous parler de son fils âgé de 21 ans. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, j'écoute votre émission un petit peu par hasard et mon fils est déclaré schizophrène depuis plus d'1 an. J'ai fait un dossier MDPH, je n'ai pas de nouvelles et je voulais savoir ce que cela va donner une fois qu'il sera reconnu avec un handicap. Est-ce qu'il aura une aide financière? Est-ce qu'il va avoir droit à des formations spécifiques?
Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dossier MBPH, oui, professeur Nicolas bonjour, Franck? Maison départementale des personnes handicapées. Donc, c'est ce qui permet d'accéder à tous les dispositifs médico-sociaux qui sont nombreux en France, qui permettent d'offrir une aide très concrète aux personnes. C'est ce qui permet d'accéder à un travail protégé. Et si c'est impossible, si la personne n'est pas en situation de travailler, n'est pas en capacité de travailler, c'est ce qui permet de toucher ce que l'on appelle une allocation pour adultes handicapés. Là, dans le cadre du handicap psychique. Donc, en fait, quand vous dites un dossier MDPH, on ne peut pas savoir ce que ça recouvre. Il faut savoir quelle est la demande précise qui a été faite. Est-ce que c'est pour une structure d'accompagnement, comme un SAMSA, un SAVS, etc. Béatrice, vous pouvez préciser? Pour l'instant, on ne sait pas trop parce que ça, au départ, on savait pas si c'était de la schizophrénie ou autre chose parce que c'est dû à une trop forte consommation de cannabis, malheureusement, associée à du LSD, ce qui l'a rendu schizophrène, plus déjà des problèmes familiaux qui a engendré sa schizophrénie en plus. Donc j'ai fait un dossier pour essayer qu'il puisse toucher quelque chose parce que moi je peux pas subvenir à ses besoins, ça va. Voilà, et puis plus une formation. D'accord. Pour qu'il puisse travailler, parce qu'il a déjà travaillé, il peut travailler, il faut qu'il travaille dans un milieu sans stress. D'ailleurs, sa deuxième crise a eu lieu chez son patron en apprentissage, il s'est senti très stressé et on a été obligé de le réhospitaliser. D'accord. Mais écoutez, oui, c'est tout à fait clair. Alors après, c'est une demande donc d'allocation pour adultes handicapés. Si les critères de la schizophrénie sont bien là, il y a toutes les chances que ça puisse aboutir. Mais là, vous parliez tout à l'heure d'un délai important. C'est dû en fait au fait que la MDPH, quel que soit le département, a du mal à gérer tous les dossiers. Il y a souvent effectivement 9 mois à 1 an de délai. Mais là, vous devriez arriver au bout, je suppose. Et après, le problème très concret de l'insertion professionnelle, c'est effectivement le fait de mieux faire connaître cette maladie permettra qu'elle soit mieux comprise, effectivement par les employeurs, et que les gens accèdent plus à l'emploi. Ce qu'on essaye de développer maintenant, c'est ce que vous disiez un petit peu, c'est un accès à l'emploi en milieu ordinaire avec un accompagnement et puis une insertion qui est complètement normale finalement pour ces personnes-là. Parce que vous avez deux possibilités, milieu ordinaire ou milieu protégé, qu'on va réserver à des personnes qui ne pourront pas y accéder. Oui, c'est ça. Lui, il aimerait se brancher sur... Il était parti pour faire de la mécanique industrielle, il était très bon élève, et puis voilà, il a été obligé d'être hospitalisé, donc on a abandonné cette filière, et là, il aimerait faire de l'horticulture. D'accord. Mais peut-être la première des choses, c'est qu'il puisse retrouver confiance en lui, qu'il puisse savoir où il en est, donc qu'il puisse bénéficier un peu d'un bilan comme celui que j'évoquais tout à l'heure, pour retrouver l'espoir et repartir dans la construction de son projet. Il reste enfermé dans sa chambre, il ne fait rien. Oui, donc avant de penser au boulot, c'est ce que vous dites, professeur Nicolas Franck, il faut déjà se reconstruire. Et oui. Ouais. Et on ne sait pas trop comment faire, et les gens autour de moi ont tendance à le traiter de feignant. Voilà. Il ne fait rien, c'est un paresseux. C'est exactement ce qu'on disait à l'instant, oui. Voilà. Oui, donc commencez par le début, c'est le conseil qu'on vous donne, Béatrice, avant d'envisager le milieu professionnel, déjà aider votre fils, je sais pas comment il s'appelle, à vraiment se reconstruire, à retrouver confiance en lui, puis voilà, justement avec les outils qu'on a cités depuis le début de l'émission, pouvoir vraiment reprendre la route sur des bases plus saines. Merci beaucoup en tout cas de votre appel, Béatrice, et puis bon courage à vous et à votre fils. Alors, il est 10h26 et on continue grâce à vous, professeur Nicolas Franck, à mieux comprendre justement la schizophrénie, à se débarrasser des lieux communs et à vraiment comprendre ce qu'est la schizophrénie. Je rappelle vos 2 livres qui sont vraiment à destination du grand public pour aider justement à mieux, là aussi, connaître cette maladie. Il y a d'abord la schizophrénie, la reconnaître et la soigner. Ça date de 2006 maintenant ce livre. C'est un livre qui commence à dater un petit peu mais qui est encore très très utile chez Odile Jacob, et puis un qui est beaucoup plus récent, Entraîner et préserver votre cerveau, également chez Odile Jacob. Alors on a des gens qui sont un peu alertés là ce matin, qui découvrent que fumer de l'herbe peut à terme engendrer un problème de schizophrénie et qui vous demandent par quel, alors sans être trop technique peut-être, mais concrètement la relation de cause à effet, c'est laquelle du coup dans le fait de fumer du cannabis? Il n'y a pas de relation de cause à effet, c'est un facteur aggravant. D'accord, c'est un facteur aggravant. C'est un facteur précipitant, si vous voulez, mais il n'y a pas de relation de cause à effet. Ça ne rend pas schizophrène, ça fait entrer dans la maladie des personnes qui étaient fragiles et qui peut-être n'y seraient pas entrées. C'est ça, qui avaient un terrain fragile et qui n'y seraient peut-être pas entrés sans fumer de l'herbe. Philippe qui nous demande: je m'occupe d'un voisin qui est dans ce cas et je dois faire face à ces crises délirantes. Comment y faire face? Je ne sais pas s'il y a un mode d'emploi tout prêt qu'on peut lui donner, c'est compliqué. C'est toujours d'être compréhensif, d'essayer d'échanger avec la personne et puis de l'inciter effectivement à avoir recours à des soins. Si on veut avoir un impact sur des personnes comme ça, il faut qu'elles sentent que vous les comprenez. Il faut qu'elles puissent donc parler de ce dont elles auraient besoin et que vous les guidiez par ce biais-là à aller se faire soigner, parce que c'est des personnes comme ça avec lesquelles il y a de l'agitation, des difficultés. C'est souvent parce qu'elles souffrent, c'est souvent parce qu'elles interprètent mal certaines choses et que ça les rend tout à fait angoissées.
Donc ça les rend en difficulté et c'est cette petite porte d'entrée-là qui va permettre de les inciter à aller vers le soin. Donc il faut arriver à parler des choses, à comprendre et à se mettre dans leur perspective si on veut que ça aille mieux. Est-ce que les personnes schizophrènes sentent justement la dépersonnalisation qui les menace et est-ce qu'elles essayent de lutter d'une façon ou d'une autre contre ce phénomène ? Oui, alors certaines d'entre elles. Oui. Je crois que c'est très important de bien redire qu'il y a plusieurs formes cliniques. Pas de généralité. Il y a vraiment des grosses différences entre une personne et l'autre, mais effectivement, certaines personnes ont l'impression que leur quotidien, l'extérieur se modifie, l'environnement se modifie, ou que leur propre corps se modifie. Ça, c'est un vécu qui peut être extrêmement angoissant et qui existe chez certaines personnes. Parce on entend parler parfois de cas justement de personnes schizophrènes qui se raccrochent justement, à un idéal politique, un concept religieux, pour essayer justement de s'accrocher à quelque chose en quelque sorte. Oui, ou pour expliquer certaines choses qu'elles ont vécues, pour lesquelles elles ne trouvent pas d'autres explications. Oui. Donc ça, c'est une tentative de reconstruction du monde pour rationaliser l'irrationnel, finalement. On se retrouve dans quelques instants, professeur Nicolas Franck, pour la suite de cette émission. Il y a encore beaucoup de questions qui arrivent et puis on continuera justement à évoquer la schizophrénie avec les témoignages qu'on recevra au 04 72 38 20 23. À tout de suite. À votre service, continue jusqu'à 11h. La schizophrénie en question ce matin avec notre invité le professeur Nicolas Franck qui est psychiatre, qui est professeur de médecine à l'université Lyon 1, qui a créé différents centres ressources et puis centres référents de réhabilitation psychosociale et puis également un réseau national de remédiation cognitive. On peut se renseigner sur le site www.remédiation-cognitive.org, quel que soit son lieu d'habitation en France, justement pour avoir accès aux différents j'ai pas le mot, mais vous m'avez compris, aux différentes aides qu'on peut trouver, aux différents accompagnements. Outils thérapeutiques. Voilà, merci beaucoup, professeur, de me venir en aide. Alors justement, on a parlé d'outils thérapeutiques, mais il faut pas omettre de préciser qu'il y a aussi une approche médicamenteuse dans le traitement de la schizophrénie. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas d'outil univoque suffisant à soi seul. Donc, les médicaments sont, dans l'immense majorité des cas, nécessaires, mais ils ne sont jamais suffisants, ou presque jamais suffisants. Et le non médicamenteux n'est absolument pratiquement jamais suffisant. Mais il est très important pour améliorer la qualité de vie et la possibilité de se réinsérer des personnes. Et donc, c'est quel type de médicaments qu'on va prescrire à ces gens ? Alors, les médicaments, c'est ce qu'on appelle antipsychotiques ou neuroleptiques, c'est synonyme. Donc, ce sont des médicaments qui agissent sur la dopamine. C'est un des neurotransmetteurs qui sont présents dans le cerveau, qui visent en général, en particulier chez les personnes qui ont des symptômes positifs, à bloquer les récepteurs à la dopamine pour diminuer l'activité hallucinatoire et délirante. Pour ces personnes-là, c'est bien identifié. Pour les personnes qui ont des symptômes négatifs ou une désorganisation, les mécanismes sont plus compliqués et les médicaments sont beaucoup moins efficaces. Et là, le non médicamenteux a une place extrêmement importante. À partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de rémission pour la schizophrénie ? Alors, je pense que ce que vous dites là, c'est très important. Vous employez le terme rémission à dessein, parce que la guérison complète n'existe pas, ça c'est certain. Par contre, la rémission existe, et maintenant, on essaye plutôt de chercher le rétablissement. C'est-à-dire que les personnes atteignent un niveau de fonctionnement qui les satisfont, une qualité de vie qui soit appropriée, qu'ils aient trouvé finalement un nouvel état d'équilibre. Alors le rétablissement, c'est vraiment ce qui doit fonder notre approche, parce que ça change complètement la perspective et la relation qu'on a avec le patient. Ça nous décentre de la partie malade, ça met la partie saine au centre, et ça donne toutes les possibilités de réinsertion, ça ouvre toutes les possibilités de réinsertion possibles. Alors on peut distinguer plusieurs types de rétablissement, si on veut être bien clair et didactique. Le rétablissement clinique, c'est diminuer les symptômes. Ça, c'est ce qu'on faisait classiquement en psychiatrie, puis on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, parce qu'il fallait aussi viser un rétablissement social. La capacité pour les personnes de retrouver un emploi, de retrouver un logement autonome, d'avoir des amis, etc., etc. Mais ça ne suffit pas forcément non plus, parce que vous avez ce qu'on appelle le rétablissement personnel, qui n'est pas forcément lié au rétablissement clinique, ni même social. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui n'ont presque plus de symptômes positifs, par exemple, hallucination, délire, ça a disparu, qui ont un appartement, qui ont un travail, mais qui sont malheureuses. Donc elles ne sont pas rétablies d'un point de vue personnel, mais elles sont rétablies d'un point de vue clinique, et elles sont rétablies d'un point de vue social. Donc vous voyez, il n'y a pas de superposition des deux. Et puis un quatrième type de rétablissement, qui est le rétablissement fonctionnel, qu'on essaye de mettre en avant. Le rétablissement fonctionnel, c'est la capacité à réussir certaines choses pour favoriser le rétablissement social et personnel. Et c'est ce qu'on travaille avec la réhabilitation psychosociale. Plus de capacité cognitive, plus de capacité à gérer sa propre maladie, meilleur insight, etc., etc. Donc vous avez 3 types de rétablissement: clinique, fonctionnel, social, qui contribuent au rétablissement personnel, mais qui ne le recouvrent pas. Avec ce modèle du rétablissement, là on comprend mieux les différents déterminants et où on agit. Donc quand on agit avec les médicaments, on agit uniquement sur le rétablissement clinique.
Quand on agit avec la réhabilitation psychosociale, on agit uniquement sur le rétablissement fonctionnel. Et de là peuvent découler le social et le personnel. Donc vous voyez que c'est une approche qui est forcément multidisciplinaire, qui est forcément complexe. Et qui prend du temps. Et qui prend du temps avec des outils complémentaires. Combien de temps à peu près ? Alors ça, on peut pas. Il y a certaines personnes qui vont avoir vraiment du mal à accéder au rétablissement, qui vont mettre des années, des dizaines d'années. Certaines ne vont jamais y accéder. Il faut être honnête. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que toute personne a la possibilité d'y accéder en prenant le bon chemin et en faisant les bonnes rencontres au bon moment. Et que suffisamment tôt, le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Et nous, notre devoir de professionnels de santé, c'est de les mettre dans les conditions qui vont favoriser le rétablissement. Mais nous ne le contrôlons pas de l'extérieur. Nous ne faisons qu'apporter certaines choses qui vont le favoriser. Et il y a une part active qui appartient à la personne. Et ces cas de rétablissement sont nombreux, du coup ? Alors les études montrent depuis 1950 à 2013, c'est une méta-analyse finlandaise, que entre 13,5% et 50% des personnes avec schizophrénie atteignent le rétablissement. Donc ça montre deux choses, le rétablissement est possible, il n'est pas assez fréquent, et donc nous devons améliorer cette fréquence. À votre service @rcf.fr pour toutes vos questions sur la schizophrénie ce matin. Vous nous rejoignez également au standard, profitez-en. Pour l'instant, c'est un petit peu calme, donc allez-y, posez vos questions ou apportez-nous vos témoignages aussi, si vous êtes concerné dans votre entourage par cette question de la schizophrénie. 04 72 38 20 23 si vous êtes en France, et puis 081 407 112 si vous êtes en Belgique. Une question posée par Catherine sur Internet. Est-ce qu'une personne malade peut bénéficier du diagnostic et de traitement de médecins ailleurs que dans sa région, dans le cas où la famille trouve insuffisante la prise en charge ? C'est pas vraiment des bonnes conditions pour se faire soigner. On peut bénéficier à distance d'un avis, éventuellement d'une évaluation, mais il y a forcément des soins qui seront assez resserrés. D'une région à l'autre, c'est un petit peu compliqué à organiser. On l'a fait dans certains cas extrêmes, mais ça n'est vraiment pas le quotidien. Vous voyez un témoignage de Laurence qui nous dit « J'ai appris récemment qu'une personne de mon entourage avait eu des antécédents de schizophrénie. Je pense qu'elle est rétablie. Néanmoins, certains signes et certains comportements qui me paraissaient extrêmement étranges s'éclairent à la lumière de votre émission. Une personne extrêmement centrée sur elle, ne prenant pas en compte les avis des autres. Une personne que j'ai longtemps prise pour une personne égoïste. Merci pour votre émission qui me permet de m'en rendre compte. » Vous voyez ? Merci pour ce témoignage. Oui. Non, mais voilà, c'est ça. C'est que effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut tous avoir dans notre entourage, c'est les choses qui sont finalement extrêmement répandues. D'autres questions aussi là qui arrivent. Emmanuel qui nous pose une question encore une fois sur finalement sur le rôle de la famille, de l'entourage. Elle nous dit ne pas hésiter à créer un environnement extrêmement stable, en tout cas le plus stable possible pour les personnes schizophrènes, c'est important. Tout à fait. Oui. Parce que parfois on dit que voilà, il y a beaucoup, ça peut être par exemple un événement, je sais pas, un divorce, une séparation des parents qui peut aussi être un événement déclencheur chez un ado. Tout événement de vie peut être déclencheur. Oui. Même un déménagement est stressant. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, mais ce sont des choses qui sont assez stressantes. Alors pour une personne fragile, ça peut précipiter les choses effectivement. Et alors, est-ce que la solitude justement est à éviter pour les personnes schizophrènes ? Eh bien oui, contrairement à ce qu'on peut penser, les personnes avec schizophrénie ne recherchent pas la solitude, elles en souffrent. Alors elles y sont confinées du fait de leur maladie, mais elles en souffrent, elles aimeraient bien que ça se passe autrement. Et ça, c'est rapporté par de nombreuses personnes concernées par la maladie. Encore une question de Pascal qui nous dit à qui faire appel en cas de crise ? À qui faire appel en cas de crise ? Eh bien, au médecin généraliste, qui va avec éventuellement les pompiers ou autres accompagner les personnes dans un lieu approprié, un hôpital. Après, tout dépend du niveau de la crise. Il peut y avoir des crises qui sont sévères et qui nécessitent de passer par l'hôpital pour avoir au minimum une consultation, voire une hospitalisation. Puis il peut y avoir des crises qui vont se résoudre à la maison. Et ce dont on manque encore un petit peu en France, c'est d'équipes mobiles de psychiatrie qui pourraient régler des situations comme ça en ambulatoire sans passer par l'hospitalisation. On peut citer par exemple le cas d'un pays comme la Hollande, 16 millions d'habitants, 350 équipes mobiles. Avec dans chaque équipe mobile des psychiatres, des paramédicaux, des psychologues, mais aussi des travailleurs pairs. C'est-à-dire des personnes rétablies qui interviennent pour aider les autres à se rétablir. Ah, c'est super ça. Oui, ça c'est moderne. Et en France, on est encore à peiner à le développer avec le programme Médiateur Santé Père de Jean-Luc Roland à Lille, le CCOMS qui se développe un petit peu. Il y a quelques dizaines de personnes, mais on est loin d'avoir généralisé tout ça et on est encore trop centré sur l'hospitalisation. L'objectif, ce serait d'aller vers plus d'ambulatoires et de n'avoir recours à l'hôpital que quand il y en a vraiment absolument besoin. Un autre témoignage au standard, c'est Marie-Laure qui nous écoute à Lyon. Bonjour Marie-Laure. Oui, bonjour. Merci infiniment pour cette émission fort intéressante. Je suis la maman d'un jeune homme qui a 37 ans, qui est en déni total de maladie.
Il a donc été hospitalisé un certain nombre de fois sous contrainte parce que il était en plein délire, il posait des problèmes. Et actuellement, sa manière de s'exprimer, ce sont des cris, des refus, de la violence verbale. Et je voulais savoir ce que le professeur en pensait de ces comportements de déni. Et voilà, c'était ça ma question principale. Alors le déni fait vraiment partie de la maladie. Il est consécutif à un trouble de ce que l'on appelle l'insight, c'est-à-dire une mauvaise prise de conscience de ses propres manifestations pathologiques. Ça, c'est simplement dû au fait que les personnes vivent comme étant extrêmement réelles une partie de ces manifestations-là. Quand elles entendent des voix qui leur parlent, elles ne disent pas « j'ai des hallucinations ». Elles disent derrière la cloison, quand mon voisin prend sa douche, il m'insulte. Et pour elles, c'est la plus stricte réalité, où elles disent, c'est des exemples de certains de mes patients, j'ai une ouïe très fine, j'entends les gens qui parlent dans l'immeuble d'en face. Et ils me critiquent. Donc, vous voyez, c'est extrêmement réel. Et petit à petit, il faut amener ces personnes-là à prendre conscience qu'il y a des petites différences entre ce qu'elles perçoivent dans le cadre hallucinatoire, si elles ont des hallucinations, et puis la réalité. Petit à petit, ce travail-là peut permettre de faire la différence entre les deux. Mais c'est un travail très progressif et vous voyez, il faut forcément qu'il y ait une prise de conscience et une part active pour que ça aille mieux. Moi, en tant que maman, puisqu'il est extrêmement violent verbalement, le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de temps en temps d'écrire, de garder le lien, d'écrire et de suggérer d'aller au centre de jour, de suggérer d'aller parler avec un infirmier psy ou de prendre rendez-vous, de prendre conscience, en fait, de faire ça. J'essaye de faire ça tout doucement pour amener vers la prise de conscience de ce comportement. Oui, vous avez raison, il faut y aller tout doucement et puis partir de ce qui est consensuel entre vous, de ce qu'il accepte que vous lui disiez. Il accepte rien parce qu'en fait il me laisse pas parler, mais peu importe. Le principal, c'est que je garde le lien, y compris au travers de l'écrit. Oui, je pense. Tout à fait. Et puis vous, il faut qu'il vous ait comme une maman, et puis que peut-être quelqu'un d'autre l'incite à aller vers les soins, qu'il y ait une autre personne en qui il a confiance, qui puisse plutôt faire jouer ce rôle-là. Si vous ne pouvez pas avoir cette place, il vaut mieux y renoncer, puis s'appuyer sur quelqu'un d'autre, si c'est possible. Difficulté parce que bien souvent on se retrouve seul. Le papa dénie totalement le problème. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, moi je maintiens le lien par courrier. Je pense que c'est ce que je peux faire. Oui, c'est mieux que rien. Et en tout cas, son papa et vous êtes les bienvenus dans les structures dont je parlais tout à l'heure pour essayer de voir comment on pourrait vous accompagner au mieux. Donc on peut redonner le contact, justement pour quelqu'un dans le cas de Marie-Laure. Qu'est-ce qu'on peut contacter concrètement ? Toutes les structures sont sur www.remédiation-collectif.org et puis sinon 04 26 73 85 33, ça c'est pour la structure du 8e arrondissement, le centre référent. D'accord, mais en tout cas voilà, quelle que soit la situation encore une fois géographique, on répète ce site www.remédiation-cognitive.org. Merci beaucoup Marie-Laure, on espère qu'on a pu vous apporter un petit peu de lumière ce matin. Justement, on avait aussi quelqu'un qui soulignait, c'est Delphine sur internet, qui soulignait l'aspect justement impression de persécution, impression de paranoïa. Ça c'est aussi quelque chose qui revient, on a l'impression souvent chez les personnes schizophrènes. Parce que c'est pas seulement entendre des voix, vous voyez, vous avez dit tout à l'heure, c'est entendre des voix qui m'insultent ou des voix qui disent du mal de moi. Oui, mais quand on entend des voix qui nous insultent, quand on perçoit le monde de cette façon-là, forcément on construit une interprétation. Et c'est de là que vient la méfiance et la persécution, enfin très souvent. Et puis il y a aussi un biais qui a été bien mis en évidence chez un certain nombre de personnes avec schizophrénie, c'est ce qu'on appelle le saut aux conclusions. C'est-à-dire le fait de trop vite tirer une conclusion par rapport à des éléments de réalité. Et donc de tirer une conclusion qui sera inappropriée et éventuellement dans la direction de la persécution. Benoît nous écoute en Normandie et c'est votre frère Benoît qui est concerné par la schizophrénie. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, moi j'ai un frère qui a 58 ans, qui a été petit atteint d'un traumatisme crânien malheureusement en sautant du premier étage et il a consommé du cannabis à l'adolescence qui n'a pas favorisé les choses. On l'a diagnostiqué tard avec ses traits de schizophrénie et aujourd'hui, si vous voulez, il avait subi aussi, je crois, dans son enfance une agression sexuelle et je pense qu'aujourd'hui il se diagnostique lui-même comme entendeur de voix, c'est-à-dire il dit je ne suis pas schizophrène, je suis entendeur de voix et il fait partie de ces gens entendeurs de voix, ce qui le rassure d'ailleurs, mais ça n'enlève rien, c'est ses problèmes d'hallucination, quand il téléphone il croit qu'il est sur l'écoute, quand un avion passe il pense que c'est un peu pour lui, enfin voilà. Et je voulais savoir comment ces personnes vieillissaient avec le temps. Bon, il a quand même un suivi avec un généraliste, il s'éloigne un peu de son psychiatre,
mais quand ça va pas bien, bon, il a quand même un traitement. On l'incite un peu de loin parce qu'il est un peu isolé. Il a arrêté professionnellement son métier à cause de cette maladie, en fait. Hein. Et on est parfois un peu démunis, mais quand on sent qu'il y a la crise qui vient, on lui dit reprends ton traitement. Il n'y a que ça qui puisse l'aider véritablement. Mais on se pose la question comment vieillissent ces personnes aussi. Voilà. Merci pour ce témoignage. Alors, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça qui avaient des troubles psychotiques, qui s'étaient retrouvés, qui avaient trouvé un équilibre parmi les entendeurs de voix. Donc, je trouve que c'est un élément très positif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Après, vous voyez, j'ai l'impression dans ce que vous dites que la situation est assez stable finalement, que les choses se sont posées, que effectivement les manifestations se maintiennent, mais que votre frère, il fait avec, qu'il a trouvé un moyen de contrôler finalement la place que peuvent avoir, et que sa vie, semble lui convenir à peu près. Vous évoquez la perte de l'emploi antérieurement, et puis la question du vieillissement. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément une voie évolutive très univoque de ce point de vue-là. On voit des gens qui se stabilisent, qui vont très bien avec des manifestations qui s'amenuisent avec l'âge. Et puis j'ai vu des personnes dont les symptômes se maintenaient dans la durée, y compris très âgées. Donc tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'état d'équilibre se maintienne avec une richesse des relations la plus importante possible. Voilà, Benoît. Merci beaucoup. Merci à vous de votre appel. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission à votre service avec vos dernières questions et vos derniers témoignages. Le professeur Nicolas Franck continue à nous accompagner. Je rappelle les références des 2 livres que vous avez signés, professeur Nicolas Franck, et qui peuvent aussi aider évidemment à mieux comprendre. Il y a tout d'abord La schizophrénie, la reconnaître et la soigner chez Odile Jacob, et puis également un second livre qui s'appelle, alors évidemment j'ai perdu ma fiche. Entraîner et préserver votre cerveau. Merci beaucoup. C'est toujours chez Odile Jacob. 38 20 23. Et à mes côtés ce matin, le professeur Nicolas Franck, qui est psychiatre, professeur de médecine à l'université Lyon 1, et puis fondateur de beaucoup de structures justement pour aider les personnes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux combattre la schizophrénie, centre ressources et centre référent de réhabilitation psychosociale. Et puis vous avez également créé ce grand réseau national de remédiation cognitive. Et je rappelle encore une fois le site internet où on peut vraiment se renseigner et puis se faire accompagner grâce aux soins de vos équipes. C'est www.remédiation-cognitive.org. Voilà, et on trouve sur ce site les différents contacts dont on peut avoir besoin partout en France. On a beaucoup parlé de ce qu'on appelle les symptômes positifs. Quand on dit positif, c'est pas évidemment des choses positives, mais c'est des choses qui se manifestent concrètement, c'est-à-dire les hallucinations, les choses comme ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les symptômes négatifs. Ça va plutôt être le renfermement, et c'est des symptômes qui, évidemment, par définition, sont moins visibles, mais qu'il faut aussi prendre en compte parce qu'elles affectent directement les personnes schizophrènes. Oui, tout à fait. Les symptômes dits positifs font plus souffrir l'entourage et la population en général parce qu'ils sont visibles, ils sont plus spectaculaires. Les symptômes négatifs sont plus gênants finalement pour les personnes, sont probablement plus fréquents et sont plus durables et plus difficiles à combattre, y compris par les médicaments. Mmh. Et donc, ce qu'on essaye vraiment de faire maintenant avec les approches centrées rétablissement, c'est de favoriser cette restauration du pouvoir d'agir, empowerment, on dit en anglais, pour que les personnes reprennent en main leur destinée. Et ça, c'est vraiment lutter contre les symptômes négatifs, en identifiant avec la personne là où elle peut encore décider, là où elle peut encore agir, là où elle a encore des ressources, et puis renforcer ça pour que cette petite flamme grandisse et que finalement elle puisse construire son projet par elle-même et que ce soit pas quelque chose qui lui vienne de l'extérieur un petit peu imposé, simplement par passivité extrême entre guillemets. Donc ça c'est très important. A aussi un vrai rôle à jouer dans sa propre guérison. Alors oui, dans son rétablissement. Oui, sans elle, on peut pas le faire de l'extérieur. Tous les médicaments que vous voulez, toutes les techniques non médicamenteuses n'y suffiront pas si elle n'a pas retrouvé l'espoir, si elle n'a pas redonné un sens à sa vie finalement. On va accueillir Florence qui nous écoute à Yssingeaux, qui avait aussi une question à vous poser sur la schizophrénie. Bonjour Florence. Bonjour. Oui, j'aurais voulu savoir la différence parce que entre je vais pas y arriver. Schizophrénie et la paranoïa. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle schizophrénie, c'est un ensemble de symptômes avec à la fois des symptômes positifs, une désorganisation et des symptômes négatifs qui se combinent pour donner un tableau complexe où il y a très souvent une altération importante, une altération sociale importante, donc des conséquences dans la vie quotidienne. Ce qu'on appelle paranoïa, c'est quelque chose qui
qui est dénommé trouble délirant maintenant dans les classifications actuelles, où là vous avez uniquement la partie symptômes positifs. Pas de symptômes négatifs, pas de désorganisation, une insertion sociale, professionnelle qui peut se maintenir, mais des éléments délirants très très ciblés. Par exemple, mon collègue me fait espionner au téléphone, a mis des caméras, etc., etc. C'est ce type de choses-là. Uniquement la partie symptômes positifs de la schizophrénie, sans tout le reste autour, et sans conséquences sociales, professionnelles, quotidiennes très marquées. Voilà, Florence. Voilà. Quels sont les comment dirais-je, tout ce qui est comme possibilité de réinsertion justement pour ces malades? Avec schizophrénie? Oui. Oui, elles sont extrêmement riches. Ce qu'on essaye vraiment de favoriser maintenant, c'est l'insertion en milieu ordinaire pour les personnes qui le peuvent. Le problème, c'est que ce sont des personnes qui ont plein de ressources, mais qui ne le savent pas avec une société qui les rejette. Donc, 2 missions, déstigmatiser pour que la société les rejette moins, et leur faire prendre conscience de leurs capacités, les renforcer et les accompagner, y compris vers l'emploi, quand elles le peuvent. Pour l'instant, environ 15 à 20% grand maximum des personnes avec schizophrénie travaillent. C'est beaucoup trop peu par rapport aux possibilités de l'ensemble de la population avec schizophrénie. Donc, je ne dis pas que tout le monde peut travailler, certains ne pourront pas, ont des grosses difficultés. Je ne dis pas que le rétablissement sera accessible à tous, mais il est accessible à un beaucoup plus grand nombre et on doit l'accompagner. Merci beaucoup. Oui. La société doit l'accompagner globalement. Oui, donc, c'est ça. je pense que cette prise de conscience, elle est très cruciale. On doit aider ces personnes, tous autant que nous sommes. Merci Florence pour cette question. Et voyez Sandrine de Chambéry qui nous disait, voilà, quand les personnes schizophrènes arrivent à la retraite, il y a déjà peu d'EHPAD. Et lorsqu'on évoque la maladie, c'est un véritable obstacle. Vous confirmez, j'imagine? Oui, je confirme, mais j'ai aussi rencontré des structures très humaines qui prenaient volontiers des personnes qui avaient une schizophrénie, qui étaient vieillissantes et les accompagnaient pendant des années, appartements thérapeutiques, EHPAD, etc. Alors c'est un travail de réseau, il faut trouver le bon endroit. André qui nous dit « Je suis heureux d'entendre combien la psychiatrie de l'enfermement d'avant a fait place à la psychiatrie humaniste. » Et il nous dit « J'ai une question pour votre invité. Que pense-t-il de la psychiatrie de secteur ?» Je ne sais pas ce que c'est. La psychiatrie de secteur, c'était un grand apport, une grande découverte française. C'est le fait de diviser le territoire français en centaines de petits secteurs géographiques qui tous offrent à la population des soins accessibles et gratuits. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Par contre, cette offre de secteur, elle avait l'avantage de favoriser un accès aux soins très facile pour toutes les personnes. Par contre, elle avait le désavantage de ne pas permettre la spécialisation. Tout ce qu'on essaye de développer maintenant, c'est de maintenir la politique de secteur, bien évidemment, parce qu'il faut que ces personnes-là puissent avoir des soins quotidiens à proximité, mais aussi des structures sur des territoires plus grands, donc une deuxième sectorisation plus grande, avec des structures plus spécialisées, comme les centres référents de réhabilitation, qui permettent d'avoir des accès qui sont un petit peu plus limités à certaines personnes et qui sont plus approfondis, plus spécifiques. De 10h à 11h, RCF est à votre service. Tiens, une question intéressante posée par Michel qui nous écoute à Cluse. On n'a pas encore parlé de cet aspect-là. Qu'en est-il de leur engagement, de leur vie sentimentale à ces personnes schizophrènes ? Eh bien, c'est souvent très compliqué pour elles parce qu'elles se dévalorisent, parce qu'elles s'auto-stigmatisent, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais certaines peuvent fonder des couples. J'en ai vu qu'il y avait des enfants qui s'en occupaient bien, malgré parfois une pathologie assez sévère. Donc il n'y a pas forcément un lien très étroit entre l'intensité des symptômes et la capacité à avoir des liens intimes avec son conjoint. Oui, d'accord. Donc on voit des situations très 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 surprenantes, mais en moyenne, c'est plutôt des difficultés importantes et des conjoints quand ils sont là qui ne comprennent pas forcément, donc qui doivent être aussi accompagnés comme les parents et les frères et sœurs d'ailleurs. Et sur le plan de la sexualité aussi, il peut y avoir des impacts. Il peut y avoir un impact, oui, avec des difficultés, et puis certaines sont dues aussi aux médicaments, et c'est un facteur d'ailleurs de mauvaise adhérence au traitement, et ça on doit aussi l'expliquer, honnêtement, pour que les personnes puissent être bien traitées et qu'il n'y ait pas des conséquences trop délétères dans ce domaine-là. Pour conclure justement sur l'aspect stigmatisation, parce qu'on voit que c'est pas tout le problème, mais c'est quand même aussi une partie du problème, le fait cette image qu'on a en tête, les choses très violentes, le dédoublement de personnalité, l'aspect vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. On voit grâce à vos explications ce matin qu'on est vraiment à milieu de la réalité. Est-ce qu'il y aurait des mesures à prendre selon vous, idéalement sur le plan politique même Sur le plan politique, tout à fait. On a un Conseil national de santé mentale qui commence à aborder cette question-là, qui a été fondé en octobre 2016, donc vous voyez que c'est assez récent, avec une représentation des usagers, des professionnels, etc., de la société, bien sûr. Mais ce qui a été fait par certains pays est très en avance. Par exemple, vous voyez, en Australie, toutes les personnes, tous les élèves sont formés dès le collège à ce qu'est la dépression, ce que sont les troubles anxieux, et toute la population est formée au lycée à ce qu'est la schizophrénie.
quand on sait ce qu'est cette maladie, on la considère comme une maladie normale et on peut penser qu'on peut aller soigner soi-même ou que son ami va aller se soigner. Là, c'est par manque d'information finalement que les choses sont comme ça en France. Donc on a tous aussi la responsabilité du regard qu'on porte sur les personnes schizophrènes. Eh bien oui, et une émission comme celle-ci est importante. Merci. Merci à vous d'y avoir pris part ce matin, professeur Nicolas Franck.